Hiver sans neige, tel est le titre du livre de Alexeï Voïnov, écrivain et traducteur du français vers le russe, et qui a décidé, au lendemain de l'agression du 24 février 2022 de l'Ukraine, de quitter sa Russie, le pays agresseur. Il présentait mardi 24 février 2026 le récit de sa fuite et de son exil en Allemagne, un cri contre l'absurdité de la vie moscovite, dans une langue simple et délicate à l'humour acide, où souvenirs et anecdotes s'entremêlent et éclairent la compréhension des processus profonds qui traversent la société russe. Il était entouré de ses deux éditeurs, Paulina Demoni des éditions Tourguenev et de Floréal Klein des éditions du Bout de la Ville, lors d'une rencontre animée par Brice Torresillas. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, heureux de vous accueillir au nom de la librairie Ombre Blanche avec beaucoup d'intervenants. On ne va pas s'en plaindre autour de la figure de l'auteur Alexeï Voïnov que je présenterai en dernier. Laissez-moi d'abord vous présenter par ordre d'apparition, on pourrait dire, Floréal Klein, qui est un des fondateurs de la maison d'édition dans laquelle Hiver sans neige, l'ouvrage d'Alexeï Voïnov, a été édité dans sa version française. J'ai nommé les éditions du Bout de la Ville. Alors il m'a fait remarquer qu'ils étaient 4 à avoir créé cette maison d'édition plus exactement. Bienvenue et vous nous raconterez dans quelles circonstances. À sa droite, Paulina Demoni, éditrice elle aussi, docteur en littérature comparée, spécialiste de la sociologie de l'édition. Elle nous disait tout à l'heure qu'elle avait un ami qui lui disait, au lieu de parler sans arrêt des éditeurs, puisqu'elle a consacré ses études à des éditeurs illustres français et leur rapport avec Tourgueniev, votre ami vous disait arrête de parler des éditeurs et fonde ta maison d'édition. Voici ces choses faites. Vous avez donc fondé les éditions Tourgueniev qui publiaient notamment en russe. Là, vous m'avez donné la version originelle de Hiver sans neige. Et donc là aussi, vous nous raconterez quelle est cette maison et quelles sont les actions que vous pouvez mener au sein de cette structure. Et enfin, Alexeï Voïnov, Hiver sans neige, vous disais-je, on subit un triste anniversaire puisque 4 ans, jour pour jour, c'était le 24 février 2022, la Russie envahissait l'Ukraine. Et là, vous nous racontez, c'est une espèce de journal, j'allais dire de voyage, parce que vous n'avez de cesse de quitter la Russie suite à cette invasion. Et vous nous en faites le récit, ainsi que de la réaction qu'ont eu vos compatriotes et de toutes les difficultés auxquelles vous vous êtes heurtés. Il y a également un aspect familial, des rencontres. Bref, nous avons du grain à moudre. Vous nous raconterez tout ceci causé, je le redis, par ce désespérant anniversaire. Eh bien, on reprend les mêmes personnages et on pousse plus avant. Monsieur Klein, Floréal, de son prénom, racontez-nous comment le texte d'Hiver sans neige vous est arrivé dans les mains. Hiver sans neige nous est arrivé dans les mains suite à un précédent livre qu'on avait fait qui s'appelait Le Sablier, qui est un livre d'une socialiste révolutionnaire russe. Donc les socialistes révolutionnaires, c'est les grands courants révolutionnaires du 19e siècle en Russie qui ont été écrasés par les bolcheviks et qui racontent 30 ans de goulag. Ce livre a été préparé avec Luba Jorgensen, grande éditrice, grande traductrice du russe, et qui nous a proposé de continuer quelque part cette histoire avec le livre magnifique Hiver sans neige d'Alexeï. Pourquoi est-ce qu'on édite ce type de texte ? Pour nous, c'est un peu une évidence. On édite plutôt des textes français au départ. Ça peut être des récits de comparution immédiate à Toulouse, par exemple, comment être jugé en 10 minutes, 20 minutes, jusqu'à 10 ans de prison. Ou des textes de prisonniers aussi, beaucoup. On documente en quelque sorte le totalitarisme, je dirais, global, qui se passe aussi bien en France qu'on va publier un livre d'entretien de Palestiniennes bientôt. Et évidemment, il faut faire des livres sur l'école du mensonge, le pays du mensonge déconcertant qu'est la Russie. Ça reste l'école fondamentale du mensonge politique, de la torture, avec dans cette guerre 2 millions de victimes. Pour nous, c'est essentiel de comprendre, et Alexeï nous aide à comprendre comment survivre, comment tenir. Et là, il y a quelque chose qui est un enseignement pour nous aussi. Avec le fascisme qui vient en France, on a besoin un peu aussi de s'armer de cette longue expérience qu'ont vécu les Russes. Et je pense qu'il y a quelque chose dans la finesse de cette littérature-là dont on a besoin. De manière plus générale, présentez-nous les éditions du Bout de la Ville. Vous êtes dans Ariège, au Mas d'Asile. Oui. Je parlais d'anniversaire, il n'y a pas d'anniversaire spécial, mais elle a un peu plus de 10 ans, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. On a fondé la maison en 2012 avec un livre qui s'appelait « Oublier Fukushima ».
Donc autre facette des problèmes communs qu'a l'humanité en ce moment, le nucléaire. Et on l'avait appelé au lendemain de 1 an après la catastrophe, oubliée Fukushima, c'est, je pense 10 ans après, c'est un peu le cas. Donc voilà, on tire ces fils de la critique sociale, mais toujours avec les premiers concernés. On n'est pas dans des essais surplombants, jamais. Ça peut être des agriculteurs qui parlent de leur rapport à la bureaucratie, comment ils se font écraser, comment ils se battent au milieu de tout ça. Ça peut être des prisonniers, ça peut être, que sais-je. Reconstituer une littérature, un langage commun de base, c'est ça qui nous intéresse. On fabrique des sororités, des fraternités avec tous ces auteurs, avec les plus vieux assignés à résidence de France, par exemple, qui pointe chez lui depuis plus de 15 ans, qui a pointé 26 000 fois au commissariat, donc il nous raconte qu'est-ce que c'est comme vie. Voilà, on a édité ce genre de choses. Je voudrais vous entendre sur le traducteur. Oui. La traduction du livre est assurée par Guillaume Pousson. J'en profite pour préciser que Alexeï Voïnov n'est pas simplement auteur, mais également traducteur. Et il a traduit notamment des œuvres de Marguerite Duras, Hervé Guibert, René Crevel, on en parlait tout à l'heure, Charles-Ferdinand Ramuz. Mais curieusement, ça fait partie de mes questions, il n'a pas traduit son propre livre. Il a confié ça, ou vous avez confié ça, à Guillaume Pousson. Racontez-moi quelle est cette démarche. Alors, Guillaume Pousson, il participe à un regroupement passionnant, mais vraiment passionnant, de traductrices et traducteurs qui s'appelle l'Observatoire du Sensible à Paris et qui font une veille, littéralement, ils disent prendre le pouls de la société russe, une veille de la littérature russe actuelle. Ils essaient de comprendre, parce que la littérature russe fonctionne par vague d'exil, évidemment, et aujourd'hui, il y a un exil colossal. Et surtout, quand on connaît la place de la poésie, de la littérature, puisque c'est quand même le pays qui enferme ses poètes pour leurs poèmes. Enfin, je veux dire, quand même, on est un peu dans ce rapport-là. Il y a une histoire très politique qui joue à cet endroit-là. Et donc, tous ces traducteurs, Claire Delaunay, Luba Jorgensen est un petit peu aussi dans ces histoires-là. Il y en a d'autres que je connais moins. On a été vraiment frappés de tout ça. Et c'est comme ça qu'on l'a rencontré, en fait. C'est une démarche un peu plus générale. Donc, c'est aussi une démarche politique pour eux et elles de traduire tous ces ouvrages. Alexeï, ça ne vous a pas tenté de traduire vous-même votre texte, puisque en tant que traducteur, vous en étiez forcément capable. Et deuxième question, si vous me permettez, en même temps, quel regard, du coup, posez-vous sur la traduction de Guillaume Pousson ? C'était une décision quand même, parce que avant cette guerre, j'écrivais aussi beaucoup de livres moi-même, comme un écrivain, et c'était surtout la prose poétique. Il y avait beaucoup de temps quand je me disais, est-ce que j'ai le droit d'écrire à propos de l'Ukraine, à propos de la guerre ? Est-ce que j'ai le droit ? Parce que ma vie me semblait tellement simple et tellement ordinaire que je supposais qu'il n'y avait rien à dire. Mais quand on a quitté la Russie, on a passé par Monténégro parce qu'il fallait faire vite. On a vécu 8 mois au Monténégro et puis on a débarqué en Allemagne. Et du coup, j'ai reçu une bourse d'1 mois au château de Lavigny en Suisse où j'ai rencontré beaucoup d'amis. Et c'est là que je me suis dit, que j'ai compris, je me suis dit que les gens écoutent les nouvelles, ils savent tout ce qui se passe, mais ils ne comprennent pas comment ça se passe dans la tête des russophones, qu'est-ce qu'ils pensent, etc. Donc les choses toutes simples. Et c'est là que j'ai décidé d'écrire un texte finalement pour les Européens dans tous les pays pour expliquer comment finalement on était arrivé là. C'est à cette époque-là, quand j'ai essayé de traduire ma prose, disons, ancienne, et je me suis rendu compte que si je commence à traduire, il faut que je réécrive le texte dès le début. Donc c'était déjà quelque chose. Et puis, je voulais faire un texte. C'était le but d'écrire un texte qui va durer dans le temps. Et dès le début, j'espérais de faire quelque chose qui restera dans la mémoire et puis qui va survivre, si on peut dire comme ça, la guerre, qui va continuer beaucoup plus. Donc, il me fallait utiliser toute la richesse que je possède. Et en langue française, je sais très bien comment traduire, comment travailler avec le texte. Mais quand tu écris, tu penses presque plus parce que c'est déjà prêt dans la tête. Il me fallait écrire comme ça très vite. Je crois que la première version s'était faite pendant 2 semaines quand j'écrivais 10 heures par jour
à peu près, ce livre-là. Mais effectivement, à la fin, vous faites apparaître les dates. Il a été écrit entre juillet 2023 et décembre 2023. J'ai un peu prolongé. Encore plus rapide. Oui, parce que la première date, c'était les premiers bouts de papier, les premiers pensées, la structure, etc. Là, j'ai mis les dates en gros, mais le processus a pris pas trop de temps. 10 heures par jour, vous écrivez? Plus ou moins. Parce que j'étais seul et j'avais 2 ou 3 semaines quand j'étais tout seul à la maison. Il me fallait en profiter et je savais que si je m'arrête, il faut que je finisse. Voilà. Pardonnez-moi, mais c'était propre à ce texte ou chaque fois que vous écriviez en tant qu'auteur, vous étiez capable d'écrire aussi longtemps? Ça relève du besoin de cracher ce que vous aviez à dire? Le fait de travailler 10 heures par jour, c'est énorme. Écoutez, j'étais tellement enragé. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est le mot exact. Et puis, donc, j'avais plein de force. Et en plus, en fait, toute cette fuite, c'était aussi, on peut dire, la préparation. Parce que quand j'ai commencé, il y a des choses qui sortaient, mais même je n'ai pas pensé que, là, tiens, ça se rime, là. Donc, c'était presque automatiquement. Donc, voilà pourquoi c'était écrit. On parlait de la traduction. Oui, la traduction. Le regard que vous posez, on a compris, je pense, la raison pour laquelle vous n'avez pas traduit vous-même, mais le regard que vous posez sur la traduction d'un autre. Finalement, il y avait 2 étapes, parce que d'abord, il y avait la traduction de Guilhem, et puis il y avait Julie Aigouin qui était intervenue comme un rédacteur, et il fallait vérifier quand même, je voulais être extrêmement simple dans la version originelle. Simple, c'est-à-dire que je devais dire toutes les choses pour qu'il soit compréhensible pour les Européens. Donc, avec Guilhem, j'ai vérifié plein de trucs qui sont liés avec la réalité russe. Parfois, c'est pas compréhensible en Europe. Et puis, la relecture de Julie, qui quand même devait voir la logique. Est-ce que ça reste compréhensible avec tous les efforts de Guilhem, qui est plutôt au côté littéraire? Est-ce que ça reste compréhensible pour les francophones, disons? Là, il fallait revoir ça avec quelqu'un d'autre, qui voit ça avec des yeux propres, disons. Mais à mon avis, la version française est légèrement allégée. À mon avis, ça. Et je suis content parce que, quand même, ce texte-là, c'est aussi un message et surtout, on peut le nommer comme un journal de voyage, mais pour moi, c'est un témoignage. Oui, non, mais l'un n'empêche pas l'autre. Bien sûr, mais je suis ravi qu'il y avait deux lectures comme ça. Parce que, comme ça, je suis sûr que tout est compréhensible. Ça, c'était l'essentiel. Voilà. Je peux vous l'assurer. Paulina, je pourrais poser exactement la même question que j'ai posée à Floréal. Comment ce texte, cette fois-ci en russe, vous est parvenu? Grâce à Luba Jorgenson. C'est grâce à Madame Jorgenson qui donne le texte à Monsieur Klein. Donc, je pense que c'était elle. Et aussi, je fais connaissance avec Alexei. Après, je fais connaissance avec Guilhem Pousson. Donc, je connais bien les doctorants de Yorubem, l'arboteur sensible, l'arboteur du sensible. Et vraiment, je ne me souviens pas le moment quand je fais connaissance avec Alexei, comme il était toujours dans ma vie, comme ça. Et c'était tellement facile à publier ce livre. C'était vraiment le travail. Ça veut dire quoi, extra léger. Notre conversation était toujours très... comme nous comprenons sans mots presque ce qu'on a fait, parce que c'est notre résistance textuelle qu'on a fait ensemble avec Guilhem et avec d'autres traducteurs. Cette résistance, notre rage, notre colère et notre déception, ils sont vraiment poétiquement transformés dans ces livres qui sont faciles à lire en fait parce qu'ils sont très émotionnels. Mais heureusement, je trouve que c'est le côté avantage de ce livre. Il ne décrit pas des sentiments, mais produit des sentiments. Exactement, oui, c'est tout à fait ça. La formule est parfaite pour ce que ressent le lecteur. J'ai découvert, parce que à propos de cette maison d'édition, je me suis dit, mais un texte russophone et le texte d'Alexei ne peut pas être distribué en Russie. Mais vous m'avez dit qu'il circulait. À la stupéfaction de l'auteur lui-même, qui l'a appris en même temps que moi. Racontez-nous dans quelles circonstances il peut circuler ce livre-là
en Russie même. Mais les circonstances 100% contrebandistes. C'est ce que je fais, c'est le contrebandat des livres. J'utilise le réseau de voitures de Moldave qui part de Paris à Chisinau, et puis à Minsk, et puis à Moscou, avec nos livres, sans nom, sans rien. Je sais juste les messages au WhatsApp. C'est un peu bizarre. Quel siècle aujourd'hui. Mais ce que je fais... Mais quelle nécessité, c'est bien. Oui, parce qu'ils sont vraiment populaires. Alexis, ils sont populaires. Ils sont bien... Il y a d'intérêt et par exemple, cette librairie à Moscou, indépendante, qui était vraiment très courageuse, elle ne fait pas de publicité. Mais vos livres sont là. C'est magnifique. Et les autres livres qui ne sont pas en Russie, on peut les trouver Vous pouvez trouver aux librairies européennes à Paris, des librairies qui vendent livres en russe, librairie du Globe, librairie ancienne de Nikita Struve, les éditeurs réunis. Ensuite, librairie à Londres, à Vienne, à Berlin, à Riga. Nice, me disiez-vous. À Nice aussi, également, oui, c'est une nouvelle librairie là-bas, à Auditoria. Et l'histoire de votre maison d'édition, là j'ai dit tout à l'heure sur le mode de l'humour, votre ami qui vous disait allez, éditez. Mais racontez-nous quelle était, de la même manière que Floréal nous l'a dit, quel était l'enjeu de votre maison d'édition. Quand vous avez décidé de créer cette maison, quel était l'objectif premier ? Elle est née en 2022, c'est ça ? 2022, après la soutenance de ma thèse. Ouais. Donc, comme vous connaissez probablement... l'écriture de la thèse, c'est vraiment une situation très dépressive. C'était pénible. Donc, après la soutenance, immédiatement, je me sentais vraiment très libérée, avec l'énorme force qui était libérée par le fait de soutenance. Soulagement. Donc après, c'est des mois et mois d'écriture. Et parce que j'aime bien des livres, j'aime livres en papier, j'aime livres 19e, 18e, j'étudie l'histoire de l'édition. Et donc, au départ, c'était juste sorte ces circonstances de colère, de résistance, mélancolie et admiration de cette industrie d'édition. En tout cas, probablement, je serai l'éditeur. L'éditrice, parce que je me sens que c'est ça mon évocation. Mais avec ce moment de la guerre qui m'a fait d'abord très en colère, énormément en colère. Je me pensais à devenir un soldat. J'habite en France depuis des années, malgré mon français. Donc c'était ici à la campagne, pas très loin d'ici en fait. Notre maison est à Lot-et-Garonne. Et c'était vraiment les jours paisibles, les jours fin février. À ce moment-là, on habitait aussi à Saint-Jean-de-Luz. Donc j'ai passé quelques semaines à Saint-Jean-de-Luz. Et j'étais toujours en colère. Et finalement, cette colère a se développé vers quelque chose de productif. Donc je me sens toujours comme... C'est vraiment ce que utiliser le mot, la résistance. Comme je suis résistante. Et aujourd'hui, je pensais de la paix. Au moment de jour quand cette guerre va terminer. Elle va terminer un jour. Et je pense que ça sera mon week-end. On va plonger dans le livre. Alexei, le mieux, c'est peut-être que vous lisiez un extrait. Auparavant, je me permettrai juste une question. Vous avez parlé de colère, rejoint en cela par Paulina. Et d'ailleurs, dans le temps de Floréal, on sentait également ce sentiment. Il n'empêche, dans le livre, à un moment donné, vous dites... J'essaie de mettre un peu d'ordre dans tout ça. C'était aussi un moyen de clarifier les choses, d'écrire. Pour vous répondre, je reviens à la Bible. C'est-à-dire que vous vous souvenez tous, je pense, à ce morceau où il y a Adam, vous dites Adam en français ? Oui, Adam, qui nomme les animaux. Et pour moi, malgré que en fait, j'avais tout vécu dans ce pays, je connaissais plus ou moins l'histoire, mais du coup, je me suis retrouvé dans une situation quand il fallait vraiment nommer chaque chose. Qu'est-ce que c'était dans mon enfance ? En fait, c'est toute une chaîne des événements qui s'alignaient du coup dans ma tête. Et j'ai compris pourquoi dans mon enfance, il y avait ça, et après il y avait ça, et mon père disait encore ça. Et voilà le résultat.
Mais il me fallait vraiment faire une structure parce que j'étais à plat quand j'ai entendu cette nouvelle. Même, on savait bien sûr qu'il y avait les gens qui disaient il y a déjà les troupeaux tout près des frontières, etc. Mais on ne pouvait pas croire. On ne pouvait pas croire à ça. Donc, il faut que je refasse la vie en donnant les noms. Voilà. Et nous vous écoutons. Peut-être qu'il faut situer ce passage-là ou c'est au début, le contexte dans le livre. Le contexte, alors c'est un peu avant la guerre. Dans quelques paragraphes, vous aurez toute la vie passée pendant l'enfance et après le jour de l'annonce. Quand mes parents avaient aménagé à la Dacia pour le bon et que je traduisais toutes sortes de textes, j'ai pris une décision. Le monde peut bien s'effondrer, moi, je me consacrerai au livre. C'est la seule façon pour moi de rester sain d'esprit. C'est à cette période que j'ai commencé à revendre petit à petit les trésors de mon père, tous ces objets qu'il avait rapportés de ses voyages aux quatre coins du monde quand il était coursier diplomatique. Enfant, il avait grandi dans un baraquement, un bâtiment long, bas, délabré, qui ressemblait à une étable et dans lequel des familles entières s'entassaient. Il est devenu électricien et, à force d'insistance, il a arraché le consentement de ma mère qu'il a épousée. Un jour, au miracle, on l'a appelé pour travailler au ministère des Affaires étrangères. C'est là qu'il a pris la grosse tête et c'est toujours le cas. Simple coursier, alors donc rien à voir. Il prenait des poses d'homme d'État. L'esprit des corps, l'Union soviétique, la grandeur, l'ampleur. Encore aujourd'hui, il tire un orgueil démesuré d'avoir sillonné les pays avec lesquels l'URSS entretenait des relations diplomatiques. Et je me souviens de mon émerveillement enfant quand il énumérait les innombrables contrées qu'il avait parcourues. De ces missions, il rapportait toutes sortes d'objets qui transitaient par une intermédiaire, une certaine Sonia, avant d'être mis en dépôt-vente. C'était une façon de gagner un peu d'argent, car la vente directe, sans passer par le circuit officiel, restait interdite. Quand tous les deux, père et mère, se sont retirés des affaires, j'ai commencé à vendre tout ce qui n'avait pas été refourgué à tante Sonia. L'essor d'Internet tombait à pic. Il a dû m'improviser expert en bijoux et masques africains. C'est ainsi que j'ai découvert que les statuettes prétendument en ivoire n'étaient qu'un polymère habillement tenté. Quant aux petits diamants avec lesquels mon père avait projeté de faire une parure pour ma mère, qui n'a jamais porté des pierres précieuses, ces diamants, en réalité, ce n'était que du verre de bouteille. 6 bijoutiers, les uns après les autres, me l'ont confirmé. Au milieu de tout ce bric-à-brac, il y avait un petit poste radio portatif qui, même à l'époque soviétique, valait si peu qu'on ne se pressait pas pour le vendre. Mon père le conservait. Il disait que ça pourrait toujours servir en cas de guerre. Mais quelle guerre, papa? La guerre! Quand ils viendront nous attaquer, qu'ils couperont l'électricité, tu feras comment pour écouter les infos, hein? Alors ne touche pas au poste. Je l'ai foutu à la poubelle, bien sûr. Et ce n'est que le 24 février 2022 que cet objet s'est rappelé à moi. Ce matin-là, à peine réveillé, je me suis traîné jusqu'à la cuisine pour me faire un thé. Depuis le couloir, mon mari Marc m'a lancé. « T'es sûr de pas vouloir te recoucher ?» J'ai tout de suite senti que quelque chose clochait. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Kiev, Kharkiv, Odessa, Mykolaïv, ils bombardent partout. Mes jambes ont flanché. Je me suis appuyé contre le mur pour ne pas m'effondrer. Après, j'ai erré dans l'appartement dans un état second, hébété. Apparemment, j'ai marché jusqu'à la cuisine. Apparemment, je me suis assis. Est-ce que j'ai fini par me verser ce thé? J'étais gagné par un étrange engourdissement comme je n'en avais jamais connu. Cette sensation m'a possédé pendant plusieurs jours. Je ne savais pas quoi faire. Je suis sorti. Je m'attendais à voir des visages en larmes, assombris par la tristesse. Dans la rue, tout semblait normal. Le ciel ne s'était pas effondré. Les gens allaient et venaient. Je suis tombé sur un petit vieux, puis sur un autre, et ainsi de suite. Chacun des petits vieux qui croisaient mon chemin était muni d'un poste de radio soviétique bon marché qui crachait en plein volume.
L'un collait le sien à son oreille, l'autre le portait en bandolière en promenant son chien. J'avais soudain l'impression d'avoir été dans l'univers absurde d'une pièce de Daniel Carms. Tous prenaient l'air affairés, concentrés, comme s'ils venaient d'être mobilisés pour une mission qu'ils avaient attendue toute leur vie. Seul hic. Personne ne les attaquait, c'est eux qui attaquaient. 5 minutes à pied jusqu'à la poste. 5 postes radio croisés en chemin. Merci beaucoup. Alexis Voinov, auteur de Hiver sans neige, aux éditions du Bout de la Ville, en compagnie de ses deux éditeurs Paulina Demoni et Floréal Klein à la librairie Ombre Blanche le 24 février 2026. Est-ce que vous êtes parvenu à vous l'expliquer, cette inertie des gens, ce manque de réaction, ce fameux 24 février ? Vous savez, je ne cesse pas de penser à ça. Je pense que Poutine et même les dirigeants du passé ont tout fait pour effacer deux choses. La première, la possibilité de réfléchir, d'avoir un esprit critique. C'est-à-dire au moins comparer les infos. Quand même, on avait l'habitude, on avait tellement parlé à l'époque de Gorbatchev, même d'Eltsine, que quand même il faut savoir d'où sort l'information. Ici, c'est tellement direct, c'est tellement, quand ils sentent que c'est du propaganda, quand même tu cherches quelque chose pour avoir, au moins pour vérifier si c'est ça. Parce que c'est trop émotionnel, c'est trop, etc., etc. Donc tu cherches quelque chose au moins pour comparer. C'est la première chose. Et la deuxième, les pouvoirs ont tout fait pour que la dignité, le jeu, le soi-même s'efface. Et moi, j'étais parti parce que je voulais pas rester sur la terre russe, parce que même le fait d'y rester me rendait complice. Je ne voulais pas y participer même par ma présence, mais la chose qui est encore plus importante pour moi, c'était de partir pour garder la dignité. Et la société, à mon avis, est privée de la dignité. La personne humaine, ils se sentent tellement petites, tellement sans signification. Et ça part de ça, à mon avis. Vous avez évoqué votre père, dont vous faites un portrait très acide. C'est un antisémite, patriote russe. Vous le comparez même à Poutine, en disant qu'il partage ses valeurs. Je ne veux pas trop dévoiler, mais vous l'enterrez même symboliquement dans votre livre. Avant de partir, je l'ai appelé et j'ai dit que j'ai tellement peur. Il avait aussi la peur, mais l'angoisse colossale. Et j'ai dit que ça y est, on a pris la décision qu'on parte. Et on avait parlé 1 heure à peu près. Et il me disait des trucs. Tu vas crever, tu vas pas trouver le boulot, tu vas mourir sur le pont. Et il y a tellement de fachos, mais partout. Où est-ce que tu vas aller? Mais t'es nul. Mais reste. Tu as peur de quoi finalement? J'avais l'impression comme si c'était un sorcier qui me disait tout ça. Et j'étais tellement à plat après ce parole que je me suis dit, non, je ne te permets pas de me prendre pour un zéro. Vous avez évoqué l'enterrement. Pour moi, c'était une sorte de malédiction finalement. Et il fallait régler les comptes, comprendre. Je lui ai rien dit à propos de ça. Tout simplement, je lui ai dit adieu dans ma tête, dans mon cœur. Parce que normalement, le père dit « Vas-y, mon gars, tout va bien, je suis avec toi, etc. » Même si lui est contre, moi je suis pour, etc. Il faut soutenir les gens et voilà, mais il y avait d'autres gens qui ont soutenu. L'enfance est très prégnante dans votre livre. Il y a le portrait de votre mère, il y a le portrait de la grand-mère qui est très importante, il y a le portrait d'une tante, etc. Ce retour à l'enfance, ça a été déclenché au moment d'écrire le livre ou simplement à partir du moment où justement il y a cette décision qui a été prise et comme quand souvent quand on prend une décision qui bouscule l'existence, on reva vers la source. Je crois que les premières images qui étaient dans ma tête, c'était la scène avec la grand-mère. Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai pensé à la guerre, je revenais dans mes pensées à ma grand-mère. Ouais. Peut-être c'est parce que c'est elle qui faisait une sorte de
comme s'il avait une sorte de clairvoyance quand il m'avait parlé que le temps s'élargit, etc. Et en plus, c'était tellement bizarre, il était en train de mourir vraiment très très malade. Et du coup, j'ai compris que l'idée que la guerre va s'éclater d'un jour à l'autre, elle était encore dans les années 90. Et puis, j'ai commencé à me souvenir de mon arrière-grand-père, etc., etc. Et j'ai fait la conclusion que toutes les générations ont vécu une ou deux ou même trois guerres et ça ne s'arrête jamais. Parce que finalement, que ça soit clair, quand même, la guerre en Afghanistan, 2 guerres en Tchétchénie, même la guerre en Géorgie et la guerre en Syrie, tout était traité comme un conflit. Et même ce qui était avec Crimée, on se disait, mais bon, d'abord, Afghanistan, c'est loin, donc on s'occupait juste pour que le garçon qu'il ne soit pas nommé là-bas, et c'est tout. On chuchotait à propos de cercueil en zinc, mais c'est tout. Et en Tchétchénie, on en avait tellement marre parce qu'il n'y avait pas encore d'Internet, il n'y avait que la télé, donc on fermait les yeux, etc. On disait que c'était les conflits un peu loin, etc. Mais quand tu commences à réfléchir, tu comprends que c'était la guerre. Il y avait des centaines de morts, etc. J'ai dû analyser tout ça. J'aimerais bien vous entendre, messieurs, mesdames, les éditeurs, le regard que vous avez posé sur ce livre quand vous l'avez reçu. Moi, j'ai envie de parler de l'histoire, puisqu'il y a quand même un ministère aujourd'hui en Russie qui intégralement l'histoire au profit du nationalisme dominant, et je pense que face à ça, l'attitude d'Alexeï et son livre, où il va rechercher en fait dans toute l'histoire, parce que quand on lit son livre, il y a 1000 manières de lire son livre, en fait c'est une histoire aussi de la Russie qui a dedans, à travers toute son histoire. D'ailleurs l'extrait que tu as lu, il est exemplaire là-dessus, et donc refabriquer un rapport à l'histoire, c'est fondamental dans ces moments-là où il y a une telle idéologie nationale de la guerre, puisque c'est comme ça que ça a été dit par Pietr Tolstoï, face au Parlement russe, qui a dit voilà, c'est notre idéologie nationale, la guerre. On est vraiment dans cette époque-là. Donc pour moi, c'est ce travail-là qui est un travail d'écriture, mais c'est un travail politique dans le fond, en fait. Ce regard-là, et c'est pour ça qu'on a besoin de la littérature aujourd'hui. C'est pas du tout un luxe, en fait. C'est une nécessité de retisser les choses pour soi à tous les niveaux de l'histoire. La grande, la petite, sa propre vie. C'est ça qui me plaît dans ce livre. Et effectivement, il ne faut pas s'attendre, je dis ça aux gens un peu dans la salle, il ne faut pas s'attendre à lire ce livre en cherchant à apprendre des choses sur ce conflit. Ce n'est pas un livre qui documente ce conflit. C'est un livre qui véritablement fait une sorte de zoom ralenti sur ses premiers jours. Et il a pris justement l'énergie en se disant il faut réussir à pas avoir de vision rétrospective, à pas reconstruire a posteriori ce moment-là, mais réussir à faire vivre au lecteur qu'est-ce qui s'est passé. Et ce qui se passe, c'est finalement, la grande terreur de 1937 est là, en permanence. Il y a en permanence des allers-retours dans l'histoire, comme l'histoire du post-soviétique. Dans la sienne et dans la sienne, de la Russie. Et c'est ça c'est pour moi, ça c'est une des grandes qualités. On a besoin de ça en ce moment. On a besoin d'un regard qui se construit. Paulina. Moi, je suis d'accord avec Floréal. Pour moi, c'était le texte qui a très bon équilibre des choses personnelles, très personnelles, et les choses très générales. J'ai reconnu dans ce texte mes propres sentiments, mes propres même mémoires, donc parce que je pensais de ma grand-mère qui était une adolescente au moment de la siège de Leningrad, la deuxième guerre mondiale qui touche ma famille également, mais à Leningrad, donc la partie de ma famille sont morts sans nourriture, morts de faim. Et cette histoire de ma famille qui a produit le sentiment de vouloir de ne vivre pas en Russie en fait. C'est le résultat de cette histoire de Deuxième Guerre mondiale. Donc, je me reconnus mes sentiments, même les sentiments de l'histoire. Donc, cette vision de l'histoire, je trouve que le mot qu'utilisait M. Klein, c'est la vérité. Vraiment, il y a beaucoup de vérité dans ce livre au sens de ce comment nous voyons l'histoire. Merci. Je voudrais vous interroger, puisque nous avons l'éditrice en russe, sur un passage très émouvant. Quand vous vous retrouvez dans un magasin, que vous ne trouvez pas les mots en anglais et que vous dites je suis désolé, mais j'ai honte de parler en russe. Oui, oui. Et puis il y a ensuite deux opinions là-dessus, contradictoires sur est-ce que la langue russe elle-même est coupable ou pas. Finalement, c'est une question qui est trop de réponses, mais je vais quand même raconter. On avait déjà peur si on nous laisse sortir ou pas. Maintenant, nos peurs réalisent dans les jours qui viennent déjà,
parce que les gens ont beaucoup de problèmes de sortir, etc., etc. On était parti donc en train, où on vérifiait un peu moins les papiers, et on était parti d'abord à Biélorussie, et puis très vite à Vilnius. Et il y avait une sorte de presque queue qui partait des trains. On voyait ces gens-là, et ils n'avaient que un sac sur le dos et c'est tout. Et nous, les deux, on était partis aussi avec une valise pour 2 personnes. Et en plus, il y avait là-dedans des choses qu'on voulait envoyer à Kiev, à nos amis. Donc, on se baladait à Vilnius. On voulait surtout ouvrir une compte en banque. On a fait 6 banques, je pense. Et dans chaque banque, on nous disait, en anglais quand même, quel passeport? Passeport rouge? Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez un cash? Non, c'est pas possible. Mais ils étaient tellement gentils. Et j'avais rien à dire parce que je comprenais pourquoi ils veulent pas. Mais parce que les Russes qui arrivent, ils ont marre des Russes déjà. Et puis, il y avait les gens, il y avait un type avec un enfant qui courait pas loin et j'entendais comme il parle avec un anglais mais horrible, ça veut dire qu'il a étudié en école. Because your father has a job, he must to go in the hotel, etc., etc. Mais je comprenais, mais à quel point on pourrait mourir ben voilà, the capital of the Great Britain, etc., etc. Mais dans un autre temps, je pourrais craquer de rire, mais là, je comprenais à quel point il est stressé. Parce que lui, il était beaucoup plus angoissé que moi. Parce que moi, je me sentais, enfin en Europe, mais merde, on est sorti. Voilà, mais c'est vrai que certains avaient honte de parler en russe, moi y compris, et d'autres, ils avaient peur de parler parce qu'ils croyaient qu'on va les attaquer de chaque minute. En plus, en Vilnius, tout était en couleur jaune-bleu. Les drapeaux sur les balcons, les colonnes des théâtres avec le tissu, même les fleurs, les pensées, il n'y en avait que jaune et bleu. Une fois, je suis entré dans une église et il y avait le drapeau sous la Bible et il y avait des écritures. Bakhmut, Kharkiv, donc les Ukrainiens qui étaient venus, ils ont signé le drapeau et j'ai commencé à pleurer. Donc voilà. Oui. Il y a un autre personnage qui va en étonner plus d'un si vous n'avez pas encore lu le livre, mais qui a son importance. C'est un certain Biba. Oui, le chien. Oui. Donc c'était les difficultés parce qu'il est très présent dans le livre. On ne pouvait pas partir sans le chien parce qu'il y avait personne qui pouvait le garder finalement, surtout le père. Donc on ne pouvait pas prendre l'avion parce que je ne veux pas vous effrayer, on n'a presque pas le temps, mais beaucoup d'histoires avec les animaux congelés dans l'avion. Ah oui. Il y avait aussi les chauffeurs qui prenaient, supposons, 800 € par tête. Ils prenaient une dizaine de chiens dans un petit bus. Le chauffeur ne donnait pas de la bouffe. Et il faisait pas les sortir. Et finalement, les animaux mouraient. Donc, on comprenait, si on prend le chien, il faut louer la voiture. Donc, on a roulé 4 jours et 3 nuits. Presque, on a fait... je ne sais pas combien de centaines de kilomètres. Donc on a fait demi-Europe en voiture, mais le temps passe, il y a 4 ans, plus de chien qui vient de mourir ce printemps, et plus de mari parce qu'il a trouvé un amour de sa vie à Cuba. Donc il y aura peut-être la suite de Les Personnages. On se le souhaite, hein, la suite. Vous dites que vous ne vous étiez jamais intéressé à la politique jusque-là, jusqu'à ces événements. On a du mal à le croire, parce que vous portez un regard lucide sur les choses, parce que vous êtes un intellectuel, parce que j'ai cité les auteurs que vous avez traduits, Duras notamment. Je reste étonné que vous ne vous soyez pas intéressé à la chose politique avant ces événements. Mais vous savez, dans mon enfance, il y avait ma mère qui me disait jamais d'affaires avec l'État. Tu travailles jamais avec une société de l'État, etc., etc. Et pendant mon enfance, il avait cette gueule de Brejnev, mais complètement... etc. Et puis, il y avait Eltsine qui était tout le temps bourré, mais... ça me donnait tellement de dégoût, mais il se passait rien plus ou moins. Je parle de l'enfance. Et puis, mais j'ai commencé à réagir, et c'était aussi la faute, bien sûr. Quand il y a les fautes,
que j'ai commis, je les expose aussi. Donc je me mets une sorte à nu. Je pense qu'on est obligé parce que comme ça donne l'impression, ça donne une certaine compréhension pourquoi moi aussi je suis là. Mais j'ai commencé à voir les nouvelles chaque jour à partir de 2019, quand on commençait en Russie, à Moscou, en plein centre-ville, de battre les femmes et les enfants qui étaient venus devant la mairie. Et ça, j'ai trouvé mais tellement inacceptable. Et depuis, je regarde les nouvelles finalement chaque jour. Et là, le jour commence par, je regarde les nouvelles, ce qui se passe en Ukraine. Est-ce que c'était bombardé en Russie? Je passe, et le soir, c'est la même chose. Paulina, vous vouliez peut-être réagir? Alexis, il a mentionné cette phrase, n'avoir pas des affaires avec l'État. Oui, C'est que aussi j'ai reconnu dans ce texte, parce que c'était vraiment la position de mes parents, aucune connexion avec l'État, et c'est juste ça. Bon, j'aimerais beaucoup qu'on entende le public, mais une toute dernière question personnelle, la suite. La suite, c'est vous avez entériné le fait de ne pas retourner en Russie. Comment dire? D'abord, j'ai pas d'envie. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, d'abord il y a la guerre et par exemple là où je vis en Allemagne, pas loin d'une ville qui s'appelle Heidelberg, une ville de l'université. D'ailleurs, si j'ai encore 30 secondes, dans cette ville, il y avait aussi Mandelstam, qui est très bien traduit en français, un poète immense russe, mais il a étudié quelques mois à Heidelberg. Il était obligé de retourner en Russie parce que ses parents n'avaient pas assez d'argent pour payer la suite de ses études. Il était retourné et il était mort. Et chaque fois quand j'y passe, je pense, et s'il y avait encore quelques centaines, ce génie pourrait vivre, enfin peut-être rester en Allemagne, mais on aurait pu le sauver. Et, mais bon, avec chaque poète, avec Marina Tsvetaeva qui n'a finalement pas résisté, qui est aussi merveilleusement traduit en français, qui n'a pas résisté, qui était revenu et s'est pendu, etc. Mais ça me donne tellement de dégoût ce que fait ce gouvernement, et tellement de dégoût quand les gens acceptent ça. Mais personne ne les force pas d'aller à la télé et de dire dire n'importe quoi à la télé, mais personne ne les force. On pourrait au moins rien dire, etc. Et puis, il y a d'autres choses. Par exemple, maintenant, le fait que tu reviens de l'étranger, ça t'offre tellement de risques. Hier soir, j'ai lu, je savais quand même qu'il y a les gens, surtout je ne sais pas pourquoi, mais les garçons qui reviennent voir sa sœur, par exemple, et puis repartent. Mais c'est tellement de risques. Mais bon, hier, je lis une annonce d'une société juridique qui soutient ceux qui sont contre la guerre. Maintenant, ça concerne tout le monde. Si tu passes, donc plus de blagues, si tu passes par la frontière, et surtout pas de Turquie, mais directement peut-être même à la frontière avec Biélorussie, il y aura la procédure de filtration. C'est-à-dire qu'on te demande, mais pourquoi vous êtes parti? Alors quand ils fouillent dans le téléphone, donc normalement ils n'ont pas de droit de le faire, mais bien sûr ils le font. Et après il y a les débats, allez-y, dans la pièce à côté, on va vous parler, etc. Et ces gens-là, ils sont obligés de prendre une certaine quantité et d'arrêter une certaine quantité. Ils ont un plan à faire. Chacun qui revient, il risque des années de prison. Et puis moi, quand on me dit « tais-toi », je commence à parler encore plus haut. D'abord, j'ai fait une anthologie des poètes contre la guerre en Suisse. On a publié ça avec Marion Graff. Elle m'avait offert cet honneur de me traduire parce que c'est une grande dame de la littérature en Suisse. Donc on a fait 4 numéros avec mes textes. Mon texte sort en russe à Paris. Mon texte est pris par le bout de la ville, etc. On a déjà des interviews enregistrées à Radio Svoboda, donc Liberté à Prague. On a des visios enregistrés par Bibliothèque Tourguenieff et on va d'ailleurs le faire vendredi. Il y a déjà quelqu'un qui a mon nom sur le papier. Donc si j'irai, adieu. J'entends bien. Voici ce que je vous propose. On va donner la parole aux spectateurs et spectatrices et puis on clora notre rencontre par un dernier extrait si vous le souhaitez. Voilà. Donc la parole est à vous. N'hésitez pas à solliciter éditeurs, éditrices ou auteurs et traducteurs.
Avec tout ce vécu, quel regard vous portez sur ce qui se passe en France et un peu partout en Europe ? Déjà en Allemagne, j'étais un peu d'abord étonné parce que j'ai des amis là-bas qui me disent parfois, tu vois une maison rouge au sommet de la montagne, et là les fachos là-bas, c'est une sorte de société pour les étudiants, et il y a encore une autre là-bas. En même temps, quand je marche, je vois, il y en a aussi en France beaucoup, j'en ai vu par exemple en Alsace. Et d'ailleurs, ça me donne l'envie de faire encore un texte. Mais en Allemagne, partout, les plaques en métal par terre avec les gens tués pendant la guerre dans les camps. Je me dis, il y a des choses que je ne comprends pas. Mais vous savez, pour moi, c'était tellement important de sortir et je n'ai pas pensé où je vais finalement. Et du coup, là, je viens en France, dès mes 16 ans, je voyage un peu. Pas tellement souvent qu'aujourd'hui, mais quand même. Et du coup, j'ai une soirée avec mon éditeur et on parle tranquillement tous les deux ou avec deux copains à la cuisine ou dans la parfaite maison de papier au Mas d'Asile. Et on ne parle que de ça, d'extrême droite, d'extrême gauche, que j'ai d'ailleurs toujours confondu dans ma vie. Et là, je comprends que l'extrême droite devient l'extrême gauche, et l'extrême gauche... Et je me dis, mais où est-ce que nous allons ? Et même, je fais toujours peur aux lecteurs qui viennent en disant que finalement, je sens quelque chose de pareil de mon passé. C'est-à-dire qu'avant la guerre, on disait pas tellement qu'ici quand même. Heureusement qu'en France, qu'en Allemagne, on peut en parler entre les amis et autant que vous voulez. En Russie, c'était un peu moins, mais quand même, il y avait des journalistes que je connaissais qui disaient que voilà, vous aurez la guerre. Dans quelques temps, mais dans très peu de temps. Et du coup, je réalise que là, maintenant en France quand même, je le sens beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup plus de gens avec qui je peux parler parce qu'en Allemagne, je n'ai pas trop d'amis. J'ai uniquement la table à écrire et c'est tout presque. Et je sens comme si c'était revenu, comme si c'était avant la guerre avec l'Ukraine. Et du coup, je comprends que peut-être c'est la veille d'une autre guerre. Je ne sais pas quoi faire. Mais je veux seulement vous le dire. Vous le savez peut-être sans moi, sans doute sans moi, mais pensez à ça, voilà. Pensez être en sécurité en Europe ou en France en tout cas. Je commence. Parce que, par exemple, Florial a parlé de l'Observatoire du sensible. Ils ont invité, même là je comprends, est-ce qu'il faut que je prononce les noms de famille ou pas? En tout cas, ils ont invité quelques autrices, je dirais comme ça, qu'on avait déjà essayé à empoisonner. Je parle de quelqu'un qui était à Berlin depuis le début de la guerre, qui a fait beaucoup de papiers, même maintenant, mais vraiment fantastique, parce que cet auteur a sorti de telles informations importantes. Je sais qu'on a essayé de tuer cet auteur quand elle était encore en Ukraine, puis elle était repartie à Berlin. On a essayé de l'empoisonner à Berlin. Et puis il y a d'autres auteurs comme ça, ou de journalistes, plein de gens. Pour l'instant, je ferme tout simplement chez moi, en Allemagne, la porte qui est toute comme de carton. Et chaque fois, je me dis, mais non. Voilà, et je vais y penser. Bonjour. Je me demandais par rapport à la traduction en général et sur ce livre en particulier, quelle était votre approche pour traduire et est-ce que ce texte a posé des questions nouvelles ou spécifiques voilà aussi, éventuellement quels auteurs vous aimiez traduire, enfin voilà, développer peut-être ce point-là. Ah, vous parlez de mes traductions à moi, des auteurs que je traduis moi? Oui, voilà. Et aussi à la traduction aussi de ce livre-là, mais aussi par rapport à votre travail à vous. Donc c'est deux questions séparées en fait. La question de traduction de ce texte, c'était surtout être compréhensible. C'est à cause de ça qu'il y avait deux personnes, finalement beaucoup plus, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont lu le texte, la première version, la deuxième, etc. La question essentielle, c'était être compréhensible. Par rapport à ma traduction à moi, je fais la traduction pendant 25 dernières années. J'avais traduit une 50aine de livres. Donc il y a les noms qu'on a déjà dit. Donc Duras, il y avait beaucoup d'Hervé Guibert qui est maintenant, à cause de tout, un extrémiste.
Et le premier jour de la guerre, l'éditeur a mis toutes les traductions en ligne, donc on peut les télécharger gratuitement. Donc moi aussi, je suis extrémiste parce que je les traduis, je suis extrémiste parce que j'ai un mari officiel, etc., etc. Même s'il me trompe, pareil. Moi, je choisissais toujours les auteurs pas trop connus parce que j'ai soif de ça. Donc il y avait aussi Julien Green, il y avait Ramus, par exemple, l'auteur que j'adore, Valérie Larbaud, Yann Andra, Balthus, plein d'autres. J'ai arrêté de travailler avec les éditeurs en Russie, donc j'ai publié quelques livres à Tel Aviv parce que c'est une maison indépendante aussi, des russophones émigrés il y a des années. Donc on a fait la première traduction d'Hélène Bessette, qui est une autrice fantastique. Bruno Pellegrino, c'est un auteur suisse qui a écrit un livre sur un autre auteur qui s'appelle Gustave Roux. Et là, j'embête toujours Paulina, je lui envoie à peu près une fois par semaine mes projets pour 4 ans. Donc, si elle accepte, j'ai jamais de réponse, donc je plaisante bien sûr. Mais quand même, j'ai toujours des projets à proposer pour 3 ans au moins. Maintenant, comment je vais réaliser tout ça? Parce que les papiers, il faut toujours prolonger le permis de séjour. Peut-être que je vais trouver un autre chien, un autre mari, je ne sais pas. On vous le souhaite. Je signale que cet aspect de votre travail apparaît dans le livre. Régulièrement, vous évoquez votre travail de traducteur. Oui, pour moi, c'était quelque chose de fondamental. Et chaque fois quand j'avais un livre à proposer à l'éditeur, mais il me fallait combattre, j'obtenais les bourses pour l'éditeur. Donc, que je ne touchais pas. Donc, dans ce cas-là, elle était bien contente d'éditer Duras, mais elle s'en foutait complètement qu'il y a des classiques, mais quand même. Mais bon, voilà. Une dernière question avant l'extrait. Alors, je voudrais préciser que pour moi, tout ne se vaut pas loin de là, et qu'il y a effectivement, dans le cas de cette guerre, qui n'a pas 4 ans, mais qui a beaucoup plus d'années que ça, bien sûr, un agresseur et un agressé, ceci posé. Il y a quand même aussi un miroir, parce que quand vous avez parlé tout à l'heure de se sentir coupable de s'exprimer en russe, je me rappelle, il y a 4 ans pour le coup, cette espèce d'hystérie, ici même, comme quoi il fallait boycotter tout ce qui était russe. Je veux dire boycotter Vladimir Vysotsky, je veux dire boycotter Mayakovsky, je veux dire boycotter Mandelsbaum. Tout d'un coup, comme si tout ce qui était russe était maudit, le diable, le machin, et que l'appareil propagandistique du Kremlin était dupliqué ici par ces merveilleux, ces fabuleux, ces généreux, ces merveilleux Ukrainiens. Je répète, pour moi, ça ne se vaut pas. Il y a bien un agresseur et un agressé. Mais c'est votre sentiment que j'aimerais avoir par rapport à cette histoire de langue. Parce que moi, ça m'a paru dingue qu'on jette toute une culture, tout un peuple, toute une histoire à la poubelle. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voulais souligner que je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est pour ça que je suis là. Je parle de votre phrase qu'il y a l'agresseur et l'agressé. Mais bien sûr, mais qui peut penser autrement? Mais quand même, mais vous savez, on a parlé de ça aussi à Gaillac, au Mas d'Asile, etc. On peut dire tout, mais vraiment inventer tout, mais il y a les faits. On peut rien dire de contre quand tu vois les photos des villes rasées. Ils sont rasés encore plus que Dresde. Quand il y a autant de gens qui te disent ce qui s'est passé avec eux, quand tu vois cette quantité de personnes tuées, et moi j'ai une copine dont je parle dans un autre texte que je suis en train d'écrire. Elle avait un infarctus et une AVC quand elle était partie de l'Ukraine, donc elle ne pouvait pas marcher. Ils n'ont pas pris la valise, ils ont pris la chaise roulante, merci. Dans cet état, elle était sortie de l'Ukraine. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire d'autre à part votre phrase quand je parle avec elle? Et voilà pourquoi j'ai commencé à parler d'elle. Parce que j'arrive au rendez-vous, on boit un café en Allemagne, etc. On discute les nouvelles du matin. Les nouvelles annoncent 3 morts. Par exemple, c'était hier. Et elle me dit, mais non, le soir, c'était déjà une vingtaine. Et ça, on n'annonce pas. Parce qu'il y a déjà d'autres nouvelles qui arrivent. Quand on enterre les gens dans la cour de leur maison, à mon avis, il y a le fait qu'on peut les cacher, bien sûr. Mais la chose est là. Il y a l'agresseur et l'agressé. Pardon, dès que je commence,
Ça n'en finit pas. À propos de la langue, je comprends tout à fait cette envie, cette haine, ce mouvement d'écraser les monuments et de supprimer chaque ligne qui est en russe, mais de jeter ça. C'est les Ukrainiens qui ont le droit et qui décident. C'est leur pays, ils font ce qu'ils veulent. Ça, c'est l'essentiel, ce qu'ils font, ce qu'ils fassent, ce qu'ils veulent. Voilà. C'est ce que disait monsieur, c'était pas parler de la France. Voilà, c'est qu'ici, on boycottait tous les auteurs russes et tous les artistes. Je comprends ça parce que, par exemple, les acteurs, surtout les acteurs supposons, que j'aimais en Russie, la première partie est déjà disparue pendant la guerre. Il y a ceux qui restent et que j'ai aimés. Et je me dis, mais s'ils étaient morts un peu avant, peut-être que j'aurais pu continuer à les aimer. Mais finalement, d'autres qui sont encore là, une moitié pour la guerre, mais merde, je ne peux plus voir les films russes, moi-même, non. Les livres russes, peut-être Nabokov et Brodsky, etc., ça c'est évident. Et en France, c'est à vous de décider finalement. Si l'Ukraine peut décider pour elle, pourquoi la France ne peut pas décider pour elle ? Voilà. On termine par un court extrait, je suis désolé de vous dire court extrait, mais après il y a la séance de dédicace, d'éventuelles questions autour de vos livres. Je prends alors vraiment un cours, parce que l'autre est effrayant, je ne veux pas... Mais quand même, peut-être l'autre, je vais commenter. Il y a un livre de Virginia Woolf, c'est une biographie d'une chienne qui est absolument merveilleuse, ça s'appelle Flash, ou Flèche, je ne sais pas. Donc, ce chien ou chienne, elle a été volée 16 fois. Mais dans le livre, Woolf ne raconte qu'une seule fois, parce que c'était pas la peine de répéter 16 fois la même chose. Donc, dans le livre, j'ai essayé de faire de telle façon que je parle une seule fois d'une seule chose terrible. Et j'espère que, je suis sûr que ça pique beaucoup plus que des centaines. Parce que dans cette scène unique, il y a tout, finalement. Donc, celle-là, je ne vais pas lire, mais je lis un extrait très court à propos d'un de mes amis, qui est à Dnipro. Quelques jours après le début de la guerre, je suis tombé sur un post Facebook, désormais organisation terroriste en Russie, d'un ami vivant à Dnipro, en Ukraine. Il écrit « Vous savez que j'adore la peinture, alors voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai pris un seau, je suis monté sur le toit et je tout repeins. Je n'ai pas tout de suite compris où il voulait en venir. D'un coup, j'ai compris. Il avait recouvert de peinture les croix dessinées sur le toit d'un bâtiment qui servait de repère pour les bombardements russes. Il n'y a pas si longtemps, lui et moi avions travaillé ensemble sur des sous-titres des films de Duras. Moi, je faisais la traduction, lui, il s'occupait de l'intégration à l'image. C'était un passionné de cinéma. Il avait toute une équipe de rédacteurs et son propre magazine en ligne. À côté de ça, il enseignait à l'Université des sciences et technologies. Ce toit, c'était celui de l'université. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup à vous. Merci Floréal, merci Paulina et merci Alexei. Le livre d'Alexei Voinov, Hiver sans neige, est publié aux éditions du Bout de la Ville. Vous venez d'écouter à l'instant une rencontre enregistrée mardi 24 février 2026 à la librairie Ombre Blanche et réalisée et mise en onde par Radio Radio en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre. Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Ми їх не пробачимо. О, якби ви бачили, як летіли журавлі, воїв на щитах несли.
як летіли журавлі, воїв на щитах несли, на щитах несли воїв, в місце, де нема боїв, так багато втрачено, дорого заплачено, так багато втрачено, дорого заплачено. Заплачено, ми їм не пробачимо, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, українське сонце зійшло, українське сонце зійшло, українське сонце зійшло.